Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve pour ma vidéo pile à lire, pioche à lire de cet été. Très vite sur la chaîne arrive ma vidéo bilan lecture de mi-année. Même si on est au mois de juillet, c'est pas trop grave, vous me pardonnerez. Je me suis plutôt bien tenue à ma pioche du printemps. J'ai bon espoir pour cet été de pouvoir enfin faire descendre ma palle. Quoique j'ai tout de même acheté pas mal de livres pour cet été en prévision de mon temps de lecture de l'été. Bon, tant pis, on deviendra raisonnable l'année prochaine. Je vais commencer tout de suite par ma thématique saphiste, saphique, on va dire. Au mois de juin, généralement, comme c'est le mois des fiertés, je lis des ouvrages saphiques, que ce soit des classiques écrits par des autrices reconnues lesbiennes et étant des pionnières du genre, que ce soit des correspondances de femmes amoureuses. Et cette année, j'ai ajouté des petits nouveaux. Et donc, je suis en train de lire La correspondance amoureuse de Nathalie Clifford et de Liane de Pougy, publié ici chez Gallimard en grand format. Je ne vous en dis pas plus sur ces autrices ni sur cet ouvrage pour l'instant parce que je compte vous faire une vidéo un petit peu bilan, présentation des lectures que je peux faire autour de cette thématique de l'amour saphique. Mais tout de même, grâce au dernier live de Wendy, j'ai sauté le pas et je vais enfin découvrir Sarah Waters. Sarah Waters qui est une autrice britannique. Voici le tout premier roman de Sarah Waters qui est Caresser le velours. Il est paru en 1998, il a été traduit en France au tout début des années 2000. Écoutez, je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Je sais juste que c'est dans une Angleterre victorienne ou édouardienne. Victorienne, voilà. Érotique, historique, l'aventure de Nancy, une jeune provinciale vendeuse d'huîtres dans un petit port sur la côte du Kent, dont le sort bascule lorsqu'elle tombe amoureuse d'une chanteuse de musique aux allures de dandy. Et le deuxième que j'ai pris, donc qui est son troisième roman, c'est Du bout des doigts, et là c'est en 1862. Celui-ci, j'en avais entendu parler, il me faisait envie, mais Wendy m'a recommandé peut-être plutôt de lire Du bout des doigts, ou en tout cas de persister avec Du bout des doigts si Caresser le velours était trop cru pour moi. Est sortie en poche la trilogie de Deborah Levy, donc son auto-fiction dont le plus connu c'est celui-ci, Le coup de la vie. J'avais acheté le premier tome en anglais et j'essaierai de le lire en anglais, mais en fait moi j'ai besoin de la traduction française pas trop loin parce que la VO c'est vraiment difficile pour moi. Donc là de me dire que j'ai le premier en français et j'ai les deux autres qui m'attendent dans ma palle, ça me motive à lire au moins le premier en anglais. Je pense que je lirai les deux autres en français. Et ensuite, si j'aime vraiment beaucoup ce que fait Deborah Levy, je me plongerai dans la VO de son autofiction. C'est une trilogie ou une tétralogie? Parce que je sais qu'il y a un nouvel ouvrage qui est paru d'elle cette année en France, mais je ne sais pas s'il fait partie de cette autofiction là ou si ça n'a rien à voir. Dites-moi si vous le savez en commentaire. C'est le récit en fait d'une femme de 50 ans qui est londonienne et c'est en plein pendant son divorce. Écoutez, ça me fait très envie. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que ces couvertures sont très alléchantes. Après, je m'envole pour le Japon. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu d'ouvrage japonais. J'avais découvert la littérature japonaise à l'occasion du printemps japonais il y a 2 ans. Et depuis, j'ai délaissé complètement la littérature japonaise, mais j'ai très envie de continuer à la découvrir. Et j'ai très envie de continuer avec 4 sœurs de Tanizaki. On va suivre 4 sœurs dans le XXe siècle japonais et qui ont 4 destins bien différents. Je suis une grande amatrice des 4 filles du Dr March. Et en règle générale de tout ce qui touche à la sororité. Donc ça me parle énormément, j'ai très envie de voir ce que fait un auteur comme Tanizaki de ces 4 figures féminines, de leur destinée, de leur existence, parce que on est sur près de 900 pages, donc j'espère que c'est prenant. Ce sera mon plus gros roman lu à ce jour de littérature japonaise. Si j'arrive à le tenir jusqu'à la fin de l'été, je serai très contente. Dites-moi si vous connaissez cet ouvrage de Tanizaki. J'ai eu beau chercher, mais j'ai pas trouvé énormément de revues sur ce titre. C'est vous qui me l'aviez recommandé sur Instagram pour des lectures de printemps. Bon, on n'est plus au printemps, mais quand même. J'ai pris la saga de Aki Shimakazi, L'ombre du chardon. Là, ce sont 5 J'ai sorti du coffret. Ce sont 5 ouvrages, 5 courts romans qui ont l'air un petit peu entremêlés les uns dans les autres. Regardez-moi comme les couvertures sont jolies, comme l'ensemble est très joli. Là ici on est dans le Japon
contemporain et on est, j'ai l'impression, dans les vicissitudes des personnages du Japon contemporain. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle. J'espère y retrouver un monde un peu poétique, que ce soit pas juste purement contemporain, j'espère y retrouver un petit peu ce qui fait la magie des auteurs, autrices japonaises que j'ai pu lire jusque là, mais j'en avais eu plein de bons retours sur Instagram, dont ceux d'Adoria, donc c'est quand même gage de qualité. Avec L'amante du pharaon de Naguim Mahfouz. J'avais lu un livre de Naguim Mahfouz en 2019, je vous mettrai la vidéo quelque part. J'avais beaucoup aimé ma lecture, c'était un ouvrage que je n'ai pas vu encore à nouveau énormément sur les réseaux et je pense que ce n'était pas le meilleur livre pour découvrir l'écriture de Naguim Mahfouz. A priori ce n'est pas non plus le meilleur... A priori ce n'est pas un meilleur choix ici puisque je n'ai jamais entendu parler de L'amante du pharaon. Ça a tout pour me plaire. Courtisane d'une beauté inouïe, Rhodopis a un cœur de pierre. Lorsque son regard croise celui du jeune pharaon Menré II, elle est parcourue d'un étrange frisson. Que lui arrive-t-il? Cette passion dévorante détourne peu à peu le roi de ses devoirs et remet en cause le fragile équilibre politique du régime. Une fabuleuse histoire aux airs de conte des mille et une nuits. Un petit nouveau qui est paru aux éditions du Chat Noir cette année, Va au diable de Sanguine. Là on est sur un tatoueur, une tatoueuse, je ne sais plus, mais qui est en gros une nouvelle figure du diable ou de Méphistophélès, et lorsqu'on veut conclure un pacte avec le diable, on se fait tatouer. Et le principe, le pitch de ce roman me plaît beaucoup. La couverture est vraiment superbe. J'aime beaucoup lire des romans un peu noirs, un peu glauques, avec une ambiance un peu pesante durant l'été. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça, la chaleur ajoute à la lecture parfois pour certains ouvrages. Et très envie de découvrir cet ouvrage de Sanguine. J'ai vu de bons retours sur Insta. J'espère qu'au niveau de la réécriture du mythe faustien, ça saura me satisfaire parce que je suis plutôt calée en termes de mythe faustien. Donc j'en attends beaucoup. En parlant d'ouvrages un peu lourds, un peu suintants là comme ça, plein de malaise. Pourquoi ne pas lire un Morgane Cossarieu? Il n'y a pas de meilleure saison que l'été pour lire de Morgane Cossarieu, je trouve. Et je vais lire sa réécriture de Dans tes veines, qui s'appelait Dans les veines avant. C'est mon roman préféré de Morgane à la base, Dans les veines. Là, il est reparu au Diable Vauvert et Morgane l'a complètement réécrit, pareil avec un œil post-MeToo. Elle a fait des modifications et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Je me rends compte que je n'ai jamais lu d'ouvrage de auteur ou autrice contemporaine réécrit. Je n'ai jamais lu plusieurs versions. Ce que je peux connaître par exemple avec les Frankenstein de Shelley où on sait qu'il y a eu plusieurs éditions. Mais là, j'ai vraiment hâte de voir ce que Morgane en a fait. Ça ne m'avait pas choqué personnellement le discours de Dans tes veines à l'époque où je l'avais lu. Pourtant on était déjà post-MeToo. Morgane c'est la reine du trash, la reine du glauque, qui écrit ça avec une écriture très pointue, très ciselée, très crue, mais complètement addictive. Dans les veines, là on suit une jeune fille qui a 15 ans et qui va se retrouver mêlée à un gang de vampires. C'est l'anti-Twilight, c'est jouissif à souhait, mais ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Je continue avec mes ouvrages aux thématiques pour public averti, dirons-nous. Je vais lire Le Monstresse, qui est une anthologie parue aux éditions Noir d'Absinthe que j'avais acheté l'année dernière aux Imaginales. Là, les auteurs et autrices, il me semble que ce ne sont que des autrices d'ailleurs qui ont participé à cette anthologie, réécrivent la figure de la femme monstrueuse, donc ça a tout pour me plaire. Je vais lire la novella de Morgan Stankiewicz. J'espère que j'ai bien prononcé, Morgane, si tu passes par là. C'est Meredith, la couverture à nouveau est sublime. Ça me fait beaucoup penser au roman Maudit de Joyce Carol Oates, cette demeure-là. Ça se passe aux États-Unis, voilà, Nouvelle-Angleterre, 1813. Caleb Vance s'est destiné à un avenir ennuyeux, épouser la fille du maire, reprendre l'entreprise familiale et perpétuer la lignée. Pour lui qui rêvait d'aventure, le futur s'avère peu reluisant. L'arrivée d'Elias Morrington et sa fille, deux Anglais fuyant la guerre qui fait rage au nord, contrarie ce gris destin. La sulfureuse Alathea, je ne sais pas comment le prononcer, sirène noire au charme aussi vénéneux qu'envoûtant, éveille l'intérêt de Caleb, que cette noire passion pourrait bien mener à sa perte. Les Vance ont invité le diable en leur demeure et il semble bien qu'ils en paieront le prix. Le résumé me fait forcément penser au Carmilla de Sheridan Le Fanu, qui est un roman vampirique que j'aime énormément, donc j'ai hâte de voir ce que Morgane va faire de cette réécriture de Carmilla. Je ne sais pas si on peut la qualifié ainsi pour l'instant comme je ne l'ai pas lu, mais j'espère que ce sera le cas en tout cas. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais enfin finir ma lecture de la saga La Sève et le Givre de Léa Silol, donc La Glace et la Nuit. Léa Silol a écrit
auto-publié les suites de ce roman. J'avais lu le 2 peu de temps après avoir lu le premier tome, donc c'était encore assez frais dans ma mémoire. J'ai lu le 3 en 2 ans, là je viens tout juste de le terminer hier soir. J'avais lu les 3/4 du 3e tome, et puis ensuite il y a plein de choses qui s'étaient passées, et puis ensuite je l'avais laissé reposer, maturer, et là je l'ai repris avec difficulté parce qu'on est dans un univers de fae, donc les noms sont des noms en gaélique. Léa Silol a une écriture alchimique, j'ai envie de dire. C'est à nouveau, tout est en images, tout n'est pas limpide, il faut lire entre les lignes, ce n'est pas clair, c'est un dédale les romans de Léa Silol, mais j'aime beaucoup ça, mais c'est d'une poésie en plus, d'un lyrisme fou. Et j'aimerais enfin savoir comment se conclut la saga autour d'Angarad et de Finstern. Donc j'aimerais lire Coda Pavonis cet été, et j'en aurai fini avec une saga dans ma bibliothèque. Et j'avoue, j'ai menti, ce n'est pas le dernier ouvrage que je vais lire cet été. Cet été, je vais relire Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, et avec vous, puisque j'organise une lecture commune sur tout le mois de juillet et jusqu'à la première quinzaine d'août, jusqu'au dimanche 13 août. Je vous invite tous les dimanches à un live ici sur cette chaîne YouTube pour lire ensemble, avancer ensemble dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Ça fait 9 ans que je n'ai pas relu Notre-Dame de Paris dans son entièreté, dans son intégralité. Et j'ai très envie de le faire, et quand je suis revenue sur Instagram en vous demandant ce dont vous aviez envie pour la chaîne, vous aviez envie d'une lecture commune en grande majorité. Même avant que les lectures communes avec abonnés soient répandues sur YouTube, j'avais très envie de lire, de vous faire découvrir Notre-Dame de Paris, mais je savais pas vraiment comment faire à ce moment-là. Et maintenant que ça se fait, que ça s'est démocratisé, et qu'en plus j'ai le temps normalement de pouvoir le faire comme je le souhaite et comme je l'espère, eh bien retrouvons-nous tous les dimanches pour lire environ un des grands livres de Notre-Dame de Paris. J'espère vous retrouver nombreux et nombreuses pour cette lecture commune. Les lives seront bien sûr disponibles ad vitam aeternam sur la chaîne. Je vous souhaite à nouveau un très bel été. N'hésitez pas vous à me dire quels sont les romans que vous comptez lire durant cette belle saison ou prochainement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.